La porte d'entrée a été arrachée de ses gonds à 3h11 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai une horloge numérique sur ma table de chevet qui brille en rouge dans l'obscurité. Et quand le bruit a éclaté, la première chose que mes yeux ont trouvée, ce sont ces chiffres. 3h11. Puis les cris ont commencé. Mandat de perquisition. Tout le monde à terre. J'étais au lit. En caleçon, un t-shirt gris de l'armée, pieds nus. Mon cerveau avait encore 3 secondes de retard sur mon corps, essayant de rattraper le temps, d'assimiler pourquoi des faisceaux de lampes de poche balayaient ma chambre comme des projecteurs de recherche. Et pourquoi quelqu'un m'attrapait le bras pour me tirer du matelas jusque sur le parquet de la maison où je vivais depuis 5 ans, sur la route de la Forêt à Annecy, en Haute-Savoie. Les mains dans le dos, tout de suite. J'obtempère. Je ne résiste pas. Ma voix est sortie plate, contrôlée. 22 ans dans l'armée m'avaient inculqué cela. La capacité de rester calme quand tout explose autour de vous. La panique est un luxe. Je n'ai jamais appris à me l'offrir. Les menottes ont été serrées. L'acier froid contre mes poignets, un genou dans mon dos. Mon visage était plaqué contre le sol. Je pouvais sentir l'odeur du produit d'entretien pour le bois que Céline utilisait chaque dimanche, au citron et à la cire d'abeille. Et je me souviens avoir pensé à quel point c'était un détail absurde à remarquer pendant que 2 agents me clouaient au sol dans ma propre chambre. Au bout du couloir, Élodie a hurlé. Ma fille, âgée de 6 ans, poussant le genre de cri qui vous glace le sang. Le cri d'une enfant qui a été arrachée au sommeil par le bruit de la porte de son père qu'on défonce. Il y a une enfant dans la maison, ai-je crié. Elle a 6 ans. Elle est dans la chambre au bout du couloir. Ne pointez aucune arme près de cette pièce. Vous m'entendez? Monsieur, taisez-vous. Je me tairai quand vous m'aurez confirmé que ma fille est en sécurité. Une agente est apparue dans l'embrasure de la porte. L'enfant est en sécurité. Une collègue féminine est dans la pièce avec elle. Un adolescent plus âgé dans la chambre adjacente est également sécurisé. Lucas, mon beau-fils, 17 ans, en terminale au lycée d'Annecy. Le gamin qui avait perdu son père biologique quand il avait 5 ans et qui avait passé les 10 dernières années à apprendre lentement, prudemment, à me faire confiance. Et maintenant, il regardait des hommes armés me traîner hors de ma maison en pleine nuit. Ils m'ont remis sur pied, m'ont conduit dans le couloir, devant la porte d'Élodie, qui était ouverte. Je pouvais la voir à l'intérieur, assise dans son lit, son éléphant en peluche serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés, humides et fixés sur moi. Une agente était agenouillée à côté d'elle, lui parlant doucement. « Papa. C'est bon, mon bébé. Tout va bien. Rendors-toi. Pourquoi la police est là? C'est une erreur. Ça va s'arranger. Je t'aime. » Ils m'ont tiré plus loin avant que je puisse entendre sa réponse. À travers le salon, devant la cuisine où Lucas se tenait dans l'encadrement de la porte, en pantalon de jogging et t-shirt de Nirvana. Son visage était un mélange de confusion et de fureur à peine contenue. « Bastien, qu'est-ce qu'il se passe bordel? Reste avec ta sœur, Lucas. Appelle maître Vasseur. Son numéro est sur le frigo. Dis-lui ce qui arrive. Mais là, tout de suite, Lucas, occupe-toi d'Élodie. » Il a hoché la tête. 17 ans et assez solide pour tenir le coup quand tout s'effondrait. C'est moi qui lui avais appris ça, non pas avec des mots, mais avec les années. Des années à être présent. Des années à être l'homme qui est resté quand son vrai père ne le pouvait plus. Ce gamin était plus dur qu'il ne le pensait. La porte d'entrée ne tenait plus que par un gond. Le cadre était éclaté là où le bélier avait frappé. L'air d'octobre s'est engouffré, vif et froid, typique des montagnes. J'ai posé le pied sur le porche, pieds nus. Le béton était glacial. Toute la rue était illuminée. Des voitures de patrouille avec leurs gyrophares allumés, le rouge et le bleu rebondissant sur les maisons, les arbres, les visages de mes voisins qui étaient sortis en robe de chambre et pantoufles pour regarder Bastien Leclerc se faire arrêter. Didier Proust se tenait sur le porche de la maison voisine. 63 ans, postier à la retraite, le genre d'homme qui connaissait le nom de chaque personne sur toutes les tournées qu'il avait faites. Il était en peignoir, tenant une tasse de café qu'il avait apparemment eu le temps de préparer, ce qui signifiait soit qu'il était déjà réveillé, soit qu'il faisait passer le café avant la curiosité, ce qui, honnêtement, ressemblait bien à Didier. Il m'a regardé.
Je l'ai regardé. Il n'a rien dit, il m'a juste fait un léger signe de tête comme pour dire « Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qui tu es ». Et puis j'ai vu Céline. Ma femme se tenait au bout de l'allée, près de la boîte aux lettres, portant le déshabillé en soie que je lui avais acheté pour son anniversaire en mars dernier. Ses cheveux étaient détachés, elle portait des pantoufles, et elle tenait son téléphone levé. Elle filmait. Elle ne pleurait pas, n'était pas confuse, ne courait pas vers moi pour me demander ce qui se passait. Elle enregistrait. Elle tenait le téléphone fermement, à deux mains, avec la posture de quelqu'un qui avait répété la scène. Elle me filmait en train d'être emmenée de ma propre maison, menottée, en sous-vêtements à 3 heures du matin, avec ma fille hurlant à l'intérieur et mes voisins observant depuis leur porche. Nos regards se sont croisés et, dans cette demi-seconde, j'ai vu quelque chose que j'avais été formé à reconnaître tout au long de 22 ans d'enquête sur des menteurs, des escrocs et des criminels. J'ai vu l'absence de surprise. Céline Leclerc n'était pas surprise que la police soit chez nous à 3h11 du matin. Elle n'était pas surprise que je sois menotté. Elle n'était pas surprise parce qu'elle le savait déjà. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas demandé pourquoi elle filmait. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas supplié. J'ai classé cette information de la même manière que j'avais classé 10 000 autres observations au cours de 2 décennies d'enquête criminelle. J'ai enregistré ses mains stables, ses yeux secs, sa position au bout de l'allée où l'angle était parfait pour capturer toute la scène, et j'ai mis tout cela dans le dossier mental que j'étais déjà en train de constituer. L'agent m'a guidé à l'arrière d'une voiture de patrouille. La portière s'est refermée. À travers la vitre, j'ai regardé Céline baisser son téléphone, se tourner et marcher vers la maison. Elle n'a pas regardé la voiture de police, elle ne m'a pas regardé. Elle marchait avec les pas mesurés d'une femme qui avait accompli une tâche et passait à l'élément suivant de sa liste. 3h11 du matin. C'est à cette heure-là qu'ils ont franchi la porte. À 3h24, j'étais à l'arrière d'une voiture de patrouille. 13 minutes pour démanteler la vie d'un homme. Mais ils avaient mal calculé leur coup. Ils avaient fait une grave erreur de calcul. Le trajet jusqu'au commissariat d'Annecy a duré 14 minutes. Je les ai passés en silence, regardant défiler les rues sombres de la ville, élaborant des scénarios dans ma tête. Quelqu'un avait porté plainte contre moi. Quelqu'un avait fourni des preuves. Le mandat était suffisamment spécifique pour une perquisition avant l'aube, ce qui signifiait qu'un juge avait donné son accord, ce qui signifiait que le dossier de preuve était convaincant. Ce n'était pas une plainte pour tapage nocturne ou un appel pour violence conjugale. C'était planifié, coordonné, professionnel, et ma femme se tenait dans l'allée avec son téléphone prêt. Le poste de police était éclairé au néon et silencieux, comme le sont les commissariats à 4 heures du matin. Quelques agents à leur bureau, le bourdonnement d'un mauvais éclairage. Un ivrogne se disputant avec l'agent d'accueil pour savoir où étaient ses clés de voiture. Ils m'ont emmené dans une zone de traitement, m'ont enlevé les menottes juste assez longtemps pour prendre mes empreintes digitales et me photographier, puis m'ont de nouveau menotté et placé dans une salle d'interrogatoire. Des murs beiges, une table en métal, 2 chaises, une caméra fixée dans un coin avec une lumière rouge indiquant qu'elle enregistrait. J'avais été dans des pièces exactement comme celle-ci 1 millier de fois, mais toujours de l'autre côté de la table. Un jeune agent m'a apporté un gobelet en carton avec de l'eau. Il l'a posé sans établir de contact visuel, comme si j'étais contagieux. Quels sont les chefs d'accusation, ai-je demandé. Il a jeté un œil à son porte-bloc. Fraude, blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude électronique. Je souhaite parler à mon avocat. Quelqu'un viendra bientôt. Il est sorti. La porte s'est verrouillée derrière lui. Je me suis assis sur la chaise en plastique, j'ai bu l'eau et j'ai attendu. L'horloge au mur indiquait 3h47. Par la petite vitre de la porte, je pouvais voir des agents s'agiter dans la salle commune, jetant des coups d'œil vers ma pièce, parlant à voix basse. L'un d'eux était au téléphone, hochant rapidement la tête, son visage passant par une série d'expressions que je reconnaissais de mes années passées dans les salles d'interrogatoire, de la confusion, puis de la surprise. Puis ce plissement particulier autour des yeux qui signifiait que quelqu'un venait de réaliser qu'il s'était aventuré en eau bien trop profonde. Quelque chose se passait. Quelque chose avait changé. À 4h12, la porte s'est ouverte. L'homme qui est entré n'était pas celui que j'attendais. Ce n'était pas un simple agent de patrouille, ni un substitut du procureur, ni un avocat commis d'office. C'était un inspecteur,
la cinquantaine bien entamée, corpulent, avec le visage buriné d'un homme qui avait passé près de 3 décennies à faire face au pire de ce que les gens s'infligent les uns aux autres et qui, d'une manière ou d'une autre, avait conservé un noyau de décence sous l'épuisement. Son insigne indiquait Perrault. Ses yeux disaient « J'ai besoin de réponses ». Il portait un dossier. Il s'est assis en face de moi, l'a ouvert et a commencé à lire. J'observais son visage. J'avais passé 22 ans à lire les visages et celui de l'inspecteur Claude Perrault racontait une histoire très intéressante. À la première ligne du dossier, ses sourcils se sont légèrement levés. Intérêt professionnel. À la deuxième ligne, la lecture s'est arrêtée. Ses yeux se sont immobilisés. Puis ils sont revenus au début de la ligne et l'ont relu. Il a levé les yeux vers moi, a baissé les yeux sur le dossier, m'a de nouveau regardé. Puis, il a fait quelque chose que j'avais vu 1000 fois dans ma carrière, mais jamais en étant de l'autre côté de la table. Il s'est levé, a redressé le dos, et toute son attitude a changé, comme un soldat qui réalise qu'il s'est adressé à un officier supérieur sur le mauvais ton. Enlevez-lui les menottes, a-t-il dit à l'agent qui se tenait près de la porte. Monsieur, j'ai dit, enlevez ces menottes tout de suite. L'agent a hésité pendant exactement une seconde, puis s'est avancé et a déverrouillé mes menottes. Je me suis frotté les poignets. La peau était rouge là où le métal avait appuyé pendant le trajet. L'inspecteur Perrault s'est rassis, a fermé le dossier, a posé ses 2 mains à plat sur la table et m'a posé une question qui a fait reculer physiquement l'agent près de la porte. Monsieur Leclerc, vous avez passé 22 ans comme agent spécial au sein des enquêtes criminelles de l'armée. Vous aviez une habilitation de sécurité secret défense. Vous avez reçu 2 médailles de l'armée pour avoir démantelé des réseaux de fraude et de corruption impliquant de hauts responsables militaires. Il a fait une pause. Je dois donc vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez franc avec moi. Est-ce que quelqu'un vient d'essayer de vous piéger? La pièce est devenue très silencieuse. L'agent près de la porte me dévisageait comme si je venais de me transformer en une personne différente, ce qui, dans un sens, était le cas. 30 minutes plus tôt, j'étais un suspect de fraude menotté. Maintenant, j'étais un ancien officier de la police judiciaire fédérale avec un dossier classifié et 2 décennies d'expérience dans l'investigation du type exact de crime dont on m'accusait. Oui, inspecteur. Quelqu'un l'a fait. Savez-vous qui? J'ai de très forts soupçons. Voudriez-vous les partager? Je l'ai regardé, je l'ai jaugé. 22 ans à décrypter, les gens m'ont dit que Claude Perrault était honnête, minutieux, et profondément mal à l'aise à l'idée que son service venait de mener un raid avant l'aube chez un homme qui avait passé sa carrière du même côté de la loi que lui. Le dossier de preuve qui a généré ce mandat, ai-je dit, qui l'a soumis? Perrault a rouvert le dossier. Signalement anonyme fait par téléphone il y a 4 jours. Allégation détaillée de blanchiment d'argent par le biais d'un cabinet d'expertise comptable légale. L'informateur a également affirmé que le suspect détruisait activement des preuves et s'apprêtait à fuir le pays, raison pour laquelle le juge a autorisé un mandat d'urgence pour une perquisition avant l'aube. Les documents justificatifs ont été envoyés par la poste au commissariat. Dossier financier, relevé bancaire, dossier client montrant des transactions frauduleuses. Envoyé par la poste, pas par email. Des documents physiques. Correct. Parce que les documents physiques sont plus difficiles à tracer numériquement. Quiconque a envoyé cela en sait assez sur les enquêtes pour éviter de laisser des traces électroniques. J'ai fait une pause. Et les allégations concernant la destruction de preuves et le risque de fuite ont été conçues spécifiquement pour justifier le type de raid qui a eu lieu cette nuit. Une arrestation publique dramatique, le genre qui détruirait la réputation et la position d'une personne dans le cadre d'une garde d'enfants si, disons, son conjoint venait à la filmer. Les yeux de Perrault se sont plissés. Il me suivait. Puis-je voir le dossier de preuve? Perrault a hésité. C'était irrégulier. Les suspects n'examinent pas leur propre dossier à charge, mais je n'étais pas un suspect ordinaire, et il le savait. Je ne devrais pas. Inspecteur, j'ai passé 22 ans à faire exactement ce que vous faites. J'ai enquêté sur des fraudes pour le gouvernement à travers 3 continents. J'ai témoigné devant plus de 40 tribunaux militaires. Je peux regarder ce dossier de preuve et vous dire en moins de 15 minutes s'il est authentique ou fabriqué de toutes pièces. Il m'a fixé pendant un long moment. Puis il a poussé le dossier de l'autre côté de la table. Je l'ai ouvert. 26 pages de documents financiers, de relevés bancaires, de factures clients,
de registres de transactions, tous censés provenir de mon cabinet d'expertise comptable légale. J'ai commencé à lire comme j'avais lu 10 000 dossiers de preuves auparavant, non pas pour le contenu, mais pour la construction. Non pas ce que disaient les documents, mais comment ils avaient été fabriqués. Cela m'a pris 8 minutes. Ce sont des faux, ai-je dit. Comment pouvez-vous le savoir? De 3 façons. J'ai sorti un relevé bancaire et je l'ai brandi. Premièrement, la mise en forme. Ce relevé est censé provenir de la Banque des Alpes, où j'ai effectivement mon compte professionnel, mais la police de l'entête est du Calibri. La Banque des Alpes utilise une police exclusive sur ses relevés appelés BA100. C'est un petit détail que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Je l'ai remarqué parce que j'ai analysé plus de 300 faux documents bancaires dans ma carrière. J'ai sorti une autre page. Deuxièmement, les dates. Ce registre de transactions montre un virement bancaire le 7 mars 2024, un samedi. Les virements ne sont pas traités le week-end. Celui qui a créé ce document n'a pas vérifié son calendrier. J'ai sorti un troisième document. Troisièmement, et c'est celui-ci qui m'indique exactement qui a fait le coup. Cette facture client porte l'entête de mon entreprise, mon logo, mon adresse, mon numéro de siret, mais le numéro est faux. Il est erroné d'un chiffre. Le dernier numéro devrait être un 4, pas un 6. Quelqu'un avait accès à mes documents professionnels, un accès suffisamment proche pour copier presque tout correctement, mais cette personne a commis une erreur. J'ai posé les documents. Inspecteur. La personne qui a créé ces faux avait un accès intime à mes dossiers financiers, à mes fichiers professionnels et à mes informations personnelles. Elle en savait assez pour monter un dossier convaincant, mais pas assez pour éviter les erreurs qu'un enquêteur qualifié repérerait en moins de 10 minutes. Et vous savez qui est cette personne? Ma femme. Perrault s'est adossé à sa chaise. C'est une accusation grave. Ça l'est, et je peux le prouver. Mais d'abord, je dois vous demander quelque chose. Le signalement anonyme qui a déclenché tout ça. Avez-vous les relevés téléphoniques? L'appel provenait d'un téléphone portable à carte prépayée. Intraçable. Les téléphones prépayés sont achetés quelque part. Chaque Carrefour, chaque station-service, chaque supérette qui en vend a des caméras de sécurité. Sortez les relevés d'achat de téléphones prépayés dans la région d'Annecy au cours des 2 semaines précédant l'appel. Croisez cela avec le véhicule de ma femme. Une Lexus RX blanche de 2021, plaque d'immatriculation CLAE 447-1. Je vous garantis que vous la trouverez sur les caméras. Perrault écrivez maintenant, rapidement. Deuxièmement, les documents qui ont été envoyés à votre service. Ils ont été imprimés quelque part. Vérifiez les métadonnées de tous les fichiers numériques inclus dans le colis. S'il n'y en avait pas, vérifiez le type de papier, les signatures de l'encre, l'alignement de l'impression. Ma femme n'a pas d'imprimante à la maison. Elle utilise celle de son bureau, au cabinet d'expertise immobilière Henry et Collet sur l'avenue du Rhône. Cette imprimante aura un journal numérique. Comment savez-vous qu'elle n'a pas d'imprimante à la maison? Parce que je suis expert comptable judiciaire, inspecteur. Je remarque ce qu'il y a dans ma maison. Il n'y a pas d'imprimante. Elle utilise la mienne pour ses documents personnels. Ceux-ci n'ont pas été imprimés sur la mienne. La densité de l'encre ne correspond pas. Perrault a cessé d'écrire et m'a regardé avec une expression que j'ai reconnue. C'était l'expression d'un inspecteur qui venait de réaliser qu'il était assis en face de quelqu'un qui était meilleur que lui à ce jeu. Ce n'était pas une insulte, juste un fait. Monsieur Leclerc, je fais ce métier depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu un suspect démonter son propre dossier à charge de l'autre côté de la table. Je ne suis pas un suspect, inspecteur. Je suis une cible. C'est différent. Pourquoi votre femme vous accuserait-elle de fraude? Parce qu'elle commet elle-même une fraude et qu'elle devait me neutraliser avant que je ne m'en aperçoive. Laissez-moi vous parler de Céline, parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a épousé un monstre. Je n'ai pas épousé un monstre. J'ai épousé une femme qui en est devenue un lentement, comme la rouille se forme sur un bon morceau d'acier. Invisible au début, puis omniprésente. J'ai rencontré Céline Arnaud au printemps 2014. J'avais 36 ans, j'étais toujours en service actif, basé au camp militaire de Mourmelon avec des missions périodiques qui m'emmenaient à l'étranger pendant des semaines. J'étais dans les enquêtes criminelles de l'armée depuis 17 ans à l'époque, et le travail commençait à me peser.
Non pas le danger, mais la procession sans fin de personnes qui avaient été trahies par ceux en qui elles avaient confiance, des colonels volant leur propre unité, des sous-traitants escroquant le gouvernement, des mariages détruits par les secrets et les mensonges. Je passais mes journées à nager dans ce que la nature humaine a de pire. Et en 2014, je cherchais quelque chose qui me rappellerait que les gens pouvaient être bons. Céline était veuve. Son premier mari, Guillaume Arnaud, était décédé dans un accident de voiture en 2012, la laissant avec un fils de 5 ans et une police d'assurance vie qui couvrait le prêt immobilier, mais pas grand-chose de plus. Elle se reconstruisait, travaillant comme experte immobilière, apprenant le métier, essayant d'offrir une vie stable à Lucas. Quand je l'ai rencontrée lors d'une collecte de fonds pour l'association locale des anciens combattants à Annecy, elle m'a semblé être la personne la plus forte de la pièce. Pas d'une force bruyante, d'une force tranquille. Le genre de force qui vient du fait d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous briser, et de décider de continuer à avancer quand même. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là. Elle m'a posé des questions sur mon service. J'ai raconté les parties que je pouvais raconter. Elle m'a interrogé sur les parties que je ne pouvais pas raconter, et je lui ai dit que celle-ci m'avait plus façonné que les autres. Elle m'a parlé de Guillaume, de l'appel téléphonique de la gendarmerie routière, de l'explication de la mort à un enfant de 5 ans, de ses nuits seules dans une maison qui sentait encore l'eau de Cologne de son mari. J'ai continué à la voir chaque fois que j'étais en France, de longs week-ends à Annecy, des appels téléphoniques depuis l'étranger, le genre de relation qui se construit lentement, comme la vie militaire vous y oblige. En 2016, je savais 2 choses, je voulais épouser cette femme et je voulais quitter l'armée pour le faire. 22 ans, c'était assez. J'ai déposé mes papiers de retraite et le 19 octobre 2016, 3 mois après mon dernier jour en uniforme, nous nous sommes mariés. Petite cérémonie dans le jardin de la maison de la route de la Forêt, Lucas apportant les alliances, Didier Proust et sa femme comme témoins. Après ma retraite, je me suis installé comme expert comptable judiciaire privé. Les compétences se transposaient parfaitement. Au lieu d'enquêter sur les fraudes militaires, j'aidais les petites entreprises et les particuliers à découvrir les vols financiers, les détournements de fonds, les fraudes fiscales. Annecy était la taille idéale pour ça. Assez grande pour avoir des clients, assez petite pour que la réputation compte. Élodie est née en août 2018, et pendant un temps, pendant quelques années, la vie était belle. Pas parfaite. Les militaires ne font pas dans la perfection. Mais bonne, stable. Le genre de vie dont j'avais rêvé pendant 22 ans en uniforme. Le changement a commencé en 2022. Céline a été promue au cabinet d'expertise. Plus de responsabilités, plus de clients, plus de soirées tardives. Je n'ai pas posé de questions. Je comprenais ce qu'était un travail exigeant. J'avais passé 2 décennies à faire un travail qui exigeait tout de vous, y compris les parties de vous-même que vous ne vouliez pas donner. Mais ensuite, les détails ont commencé à s'accumuler comme ils le font toujours. Pas de grandes choses, pas de révélations dramatiques, juste de petites incohérences qui titillaient cette partie de mon cerveau qui avait été payée pendant 22 ans pour remarquer exactement ce genre de choses. Un dépôt de 4 200 € sur notre compte joint qui ne correspondait à aucune facture de son cabinet. Une prime, avait-elle dit. Son cabinet ne versait pas de prime de milieu d'année. J'ai vérifié. Un deuxième téléphone dans son sac à main. Téléphone pro. Elle a dit que son entreprise ne fournissait pas de téléphone professionnel. J'ai vérifié ça aussi. Des soirées tardives qui coïncidaient avec des signatures de ventes immobilières spécifiques, des entrées d'agenda supprimées et réinscrites avec des heures différentes. Un reçu d'un restaurant à Chambéry pour un soir où elle disait travailler au bureau. 2 verres à vin. J'ai tout remarqué, tout catalogué, et j'ai fait ce que l'on m'avait entraîné à ne jamais faire, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Parce qu'elle était ma femme, parce que je l'aimais, parce que les mêmes instincts qui avaient fait de moi l'un des meilleurs enquêteurs de l'armée étaient ceux que j'éteignais délibérément, bêtement, quand je rentrais à la maison tous les soirs. Ce fut mon erreur, la seule erreur que j'ai commise. Je lui ai fait plus confiance qu'à moi-même. À 6h15 du matin, alors que j'étais encore au commissariat pour analyser les preuves avec l'inspecteur Perrault, mon téléphone a sonné. C'était Maître Vasseur. Bastien, je viens de recevoir un appel très alarmant d'un jeune de 17 ans très alarmé. Êtes-vous en garde à vue? Je l'étais. Ils m'ont enlevé les menottes il y a environ 2 heures. Je suis au commissariat, mais je ne suis pas en état d'arrestation. Les accusations sont fabriquées.
Je travaille avec l'inspecteur pour démêler tout ça. Vous travaillez avec l'inspecteur au commissariat où vous venez d'être arrêté. Un silence. Il n'y a que vous, Bastien. Il n'y a que vous pour vous faire arrêter à 3 heures du matin et être consultant à 5 heures. Pouvez-vous venir ici? Je vais avoir besoin d'un avocat quand cette affaire va avancer. Je suis déjà dans la voiture. J'apporte du café. Du vrai, pas ce qu'ils servent dans ce bâtiment. Maître Vasseur est arrivé à 6h40 avec 2 grands cafés du Café du Sommet sur la rue Royale et un bloc-notes juridique qu'il avait déjà commencé à remplir de notes d'après ce que Lucas lui avait dit au téléphone. Il avait 61 ans, les cheveux argentés, le genre d'avocat à l'ancienne qui appelait tout le monde « mon fils » ou « mon cher », quel que soit l'âge ou le sexe, et qui possédait un esprit tranchant comme un piège à loup dissimulé dans un gant de velours. « Inspecteur Perrault », dit Vasseur en tendant la main. « Je représente Monsieur Leclerc. Je crois comprendre que mon client a été très occupé à démolir votre dossier de l'intérieur. Comment ça avance? » Perrault a presque souri. Votre client est très minutieux. C'est le renseignement militaire. On les entraîne à être minutieux comme on entraîne les chirurgiens à être précis. Il s'est tourné vers moi. Expliquez-moi. Je lui ai tout expliqué. Les documents falsifiés, les erreurs de formatage, le virement bancaire du week-end, le mauvais numéro de siret, mes soupçons concernant Céline, le téléphone prépayé, les historiques d'impression. L'avocat a écouté, prenant des notes, hochant la tête sur des points précis. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo et a regardé Perrault. « Inspecteur, mon client vient de vous fournir la carte routière pour trouver le vrai criminel. Je suppose que vous allez la suivre. Nous avons déjà commencé. J'ai des agents qui récupèrent les images de vidéosurveillance des carrefours dans un rayon de 30 km. Nous avons assigné à comparaître les registres d'impression du cabinet Henry et Collet, et j'ai demandé le traçage de l'historique des appels du téléphone prépayé. Bien. Vasseur s'est tourné vers moi. Maintenant, dites-moi la partie que vous n'avez pas encore dite à l'inspecteur. Quelle partie? Celle concernant la raison pour laquelle votre femme vous a piégé. Pas le comment, le pourquoi. Que cache-t-elle? J'ai pris une grande inspiration. Je pense que Céline est impliquée dans une escroquerie à l'évaluation immobilière, gonflant la valorisation de propriétés sur des transactions spécifiques pour profiter à un tiers. J'ai remarqué des irrégularités financières depuis des mois, mais je n'ai pas eu le temps d'enquêter à fond. Qui est le tiers? Un avocat nommé Vincent Thierry, spécialisé en droit immobilier et successoral. Son nom est apparu sur les documents de clôture d'au moins 4 propriétés que Céline a évaluées au cours des 2 dernières années. Les valeurs estimées de ces propriétés étaient nettement supérieures à celles des ventes comparables dans le secteur. Nettement à quel point? De 20 à 40% sur des biens valant entre 800 000 € et 1,5 million d'euros. C'est une marge de 160 000 € à 600 000 € par transaction. Perrault se remettait à écrire. Vous êtes en train de dire que votre femme a commis le crime exact dont elle vous a accusé. Je dis qu'elle a commis le crime. Et quand elle a réalisé que je pourrais m'en rendre compte, elle a décidé de m'enfermer dans une cage en premier. La meilleure défense, c'est l'attaque, a dit doucement Vasseur. Piéger l'enquêteur avant qu'il puisse enquêter. Un classique. Sauf qu'elle a oublié une chose, ai-je dit. Je suis très bon dans ce que je fais. À 10 heures, l'affaire s'était complètement inversée. L'équipe de Perrault a récupéré les images de sécurité du carrefour de l'avenue de Genève, montrant Céline en train d'acheter un téléphone prépayé le 3 octobre, soit 11 jours avant mon arrestation. Sa Lexus blanche était clairement visible sur le parking. L'horodatage correspondait au reçu d'achat récupéré dans les dossiers du magasin. Les registres d'impression du cabinet Henry et Collet montraient que 28 pages de documents avaient été imprimés sur le photocopieur Xerox du bureau le 29 septembre à 21h47. Bien après les heures de bureau. Le badge de Céline avait été utilisé pour entrer dans le bâtiment à 21h31. Puis Marine Dubois m'a rappelé. J'avais appelé Marine à 7h du matin. Elle était toujours en service actif à la gendarmerie militaire de la base de Mourmelon, et elle me devait une faveur pour une affaire sur laquelle nous avions travaillé ensemble en 2015, impliquant un colonel des achats qui détournait des fonds de contrat depuis 6 ans. Marine avait trouvé la piste de documents. J'avais témoigné devant le tribunal. Le colonel a pris 12 ans. Marine avait dit qu'elle m'en serait redevable pour le reste de sa carrière.
Je lui avais répondu que je n'encaisserais jamais cette dette. J'avais tort. Bastien, j'ai vérifié le nom que tu m'as donné, Vincent Thierry. Il n'est pas seulement avocat. La voix de Marine avait cette intensité contrôlée dont je me souvenais de nos années de collaboration. Il a fait l'objet d'une enquête du barreau en 2019 pour des pratiques de clôture suspectes. L'enquête a été abandonnée faute de preuves suffisantes, mais le dossier est toujours ouvert. Et voici la partie intéressante. Il est lié à un réseau de sociétés écrans enregistrées au Luxembourg. 3 d'entre elles ont reçu des virements bancaires de comptes associés au cabinet d'expertise Henry et Collet au cours des 18 derniers mois. Combien au total sur les 3 sociétés écrans? 1,4 million d'euros, environ. 14 transactions. 1,4 million d'euros. Ma femme et son partenaire dirigeaient une opération de fraude sous mon nez depuis près de 2 ans. Et quand je me suis approché de trop près, ils ont essayé de m'enterrer sous le crime exact qu'ils étaient en train de commettre. J'ai transmis les découvertes de Marine à Perrault. Il a contacté la police judiciaire. À midi, la brigade financière avait ouvert une enquête officielle sur Vincent Thierry et Céline Leclerc. À 14h15, je suis rentré chez moi. J'étais parti depuis 11h. 11h depuis qu'il m'avait traîné hors de mon lit et mis à l'arrière d'une voiture. 11h depuis que ma fille avait hurlé et que mon beau-fils s'était tenu dans le couloir essayant de retenir le monde de s'effondrer. Et que ma femme s'était tenue dans l'allée pour filmer mon humiliation sur son téléphone. Je me suis garé dans l'allée. La porte d'entrée avait été temporairement réparée. Du contreplaqué là où le cadre avait éclaté. Didier Proust était sur son Porsche. Il a levé sa tasse de café en guise de salut silencieux. J'ai hoché la tête en retour. Je suis entré. Céline faisait les 100 pas dans la cuisine, son téléphone à la main. Elle s'attendait à ce que je sois en prison. Elle s'attendait à un appel téléphonique d'un greffier, à une audience de libération sous caution, à une procédure qui prendrait des jours et lui donnerait le temps de préparer son prochain coup, demander le divorce, réclamer la maison, déposer une demande de garde d'urgence. Me dépeindre comme un criminel pendant que les accusations pesaient sur ma tête. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte. Elle s'est figée. Le téléphone s'est arrêté en plein mouvement. Son visage est passé par une séquence rapide d'émotions que j'ai cataloguées de la même manière que j'avais catalogué 10 000 visages dans les salles d'interrogatoire à travers le monde. Surprise, confusion, peur, et puis, sous tout cela, l'immobilité particulière d'une personne qui réalise que le piège qu'elle a tendu vient de se refermer sur sa propre jambe. « Tu es à la maison » a-t-elle dit. « Comment peux-tu être à la maison ? Ils t'ont arrêté. » Oui. Les accusations étaient fabriquées. Les preuves étaient fausses. L'inspecteur a compris. Ou plutôt, j'ai compris et l'inspecteur a été d'accord. Elle n'a rien dit. Sa prise sur le téléphone s'est resserrée. Tu devrais appeler Vincent, ai-je dit. Dis-lui de prendre un bon avocat. Il va en avoir besoin. J'ai fait une pause. Et Céline ? Toi aussi. Elle m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. 8 ans de mariage, 8 ans de repas partagés, de lits partagés et de silence partagé, et une fille endormie au bout du couloir qui avait mes yeux et l'entêtement de sa mère. 8 ans, et je regardais une étrangère. Bastien, je ne sais pas ce que tu penses. Arrête. J'ai levé la main. J'ai passé 22 ans à écouter des gens me mentir. Des soldats, des sous-traitants, des généraux, des criminels dans 4 pays et 3 langues. J'ai entendu toutes les sortes de mensonges qui existent, et je peux tous les voir sur ton visage en ce moment même. Elle s'est assise, non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce que ses jambes l'ont lâchée. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table où nous avions pris le petit déjeuner ce matin-là, où Élodie avait renversé du jus d'orange et en avait ri, où Lucas s'était plaint de ses devoirs de maths, et elle a enfoui son visage dans ses mains. Que savent-ils, a-t-elle chuchoté. Tout. Les sociétés écrans, les évaluations gonflées, le 1,5 million d'euros, l'enquête du barreau sur Vincent, les images de vidéosurveillance de Carrefour, les registres d'impression. Tout. J'allais arrêter. Nous allions arrêter après la prochaine. Il y a toujours une prochaine, Céline. C'est comme ça que fonctionne la fraude. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu ne peux pas t'arrêter, parce que chaque transaction crée des preuves que la transaction suivante est censée enterrer.
J'explique ça à des criminels depuis 22 ans. Je n'aurais jamais cru devoir l'expliquer à ma femme. Elle a levé les yeux. Des larmes, maintenant. Des vrais, pas le chagrin mis en scène dans l'allée. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, la PJ monte son dossier. Ils arrêteront Vincent en premier, probablement dans la semaine. Tu seras la suivante. Maître Vasseur me représentera dans toutes les procédures liées aux fausses accusations, qui seront rejetées, et ensuite nous réglerons la question de la garde. Bastien, je t'en prie. Élodie. Lucas. Élodie et Lucas sont ma préoccupation maintenant, pas la tienne. Lucas n'est même pas le tien légalement. C'est mon fils. Lucas a 17 ans. Dans ce pays, il peut choisir où il veut vivre, et nous savons tous les deux qui il va choisir. Ça a fait mouche. J'ai vu que ça l'avait frappé comme un coup physique. Parce qu'elle savait que j'avais raison. Lucas avait perdu un père à 5 ans et avait passé 10 ans à tisser des liens avec un autre. Il m'appelait Bastien, pas papa, car nous avions convenu très tôt que la mémoire de son père méritait ce respect. Mais il venait me voir quand il avait besoin de conseils. Il s'asseyait avec moi sur le porche quand il était contrarié. Il m'avait demandé de lui apprendre à conduire, de l'aider avec ses lettres de motivation pour l'université, de lui montrer comment faire la vidange de la vieille Jeep que je lui avais achetée pour ses 16 ans. Céline était sa mère, mais j'étais son point d'ancrage. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Vincent a dit que le signalement anonyme créerait juste assez de confusion pour nous faire gagner du temps. Il a dit que tu serais libéré sous caution dans la journée et que les charges finiraient par être abandonnées. Il a dit. Vincent a dit ce qu'il fallait dire pour que tu restes docile. C'est ce que font les gens comme Vincent. Ils utilisent les gens. Je l'ai regardé. Il t'a utilisé, Céline, de la même façon qu'il a utilisé ses sociétés écrans et ses évaluations gonflées. Tu étais un outil. Et quand tu aurais cessé d'être utile, il t'aurait jeté. J'ai vu ça une centaine de fois. Elle n'a pas discuté. Peut-être parce qu'elle savait que j'avais raison. Peut-être parce qu'elle était trop fatiguée pour se battre. Ou peut-être parce que quelque part, sous la peur, la culpabilité et le désespoir, il restait une petite part de la femme que j'avais épousée. La femme qui avait survécu à la mort de son mari, qui avait élevé son fils seul et reconstruit sa vie de zéro. Et cette femme savait que ce qu'elle avait fait était impardonnable. J'ai quitté la cuisine, je suis allé dans la chambre d'Élodie. Elle était assise sur son lit avec Lucas, qui lui lisait un livre d'images sur un ours qui part à l'aventure. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Papa, tu vas bien ?»« Je vais bien, ma chérie. » La police a cassé notre porte. Je sais. Je vais la réparer. Lucas est resté avec moi tout le temps. Il a dit que tout irait bien. J'ai regardé Lucas. Il m'a regardé en retour. Il y a eu une conversation dans ce regard, le genre qui n'a pas besoin de mots. Je suis fier de toi. Je sais. Est-ce que tu vas bien? Je le serai. Que va-t-il se passer? Je m'en occupe. Merci, Lucas, ai-je dit. Ouais. Il a fermé le livre. Bastien, est-ce que je pourrais te parler plus tard? Seul? Bien sûr. Cette conversation a eu lieu sur le porche ce soir-là, après qu'Élodie soit couchée. L'air d'octobre, la nuit en montagne, le chant des grillons et le bourdonnement lointain de l'autoroute A41 à travers la vallée. C'est elle qui a fait ça, a dit Lucas. Ce n'était pas une question. Oui. Elle a essayé de t'envoyer en prison. Oui. Il est resté silencieux un long moment. 17 ans, en train d'assimiler le fait que sa mère avait essayé de détruire la chose la plus proche d'un père qu'il avait. C'est un poids qu'aucun adolescent ne devrait avoir à porter. Mais Lucas portait des choses. Il en portait depuis qu'il avait 5 ans et que sa mère lui avait dit, « Papa ne rentrera pas à la maison. S'il faut que tu ailles quelque part, genre s'il y a une histoire de garde et qu'elle essaie de m'emmener, je veux rester avec toi. C'est ton choix, Lucas, et je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Je viens de décider. » D'accord. Et Élodie devrait rester avec toi aussi. Elle est plus en sécurité avec toi. Je sais. Un autre silence, puis, doucement, tu sais que je ne t'appelle pas papa.
Je sais. Et je n'en ai jamais eu besoin. Mais tu le es. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive avec elle, quoi qu'elle ait fait, tu es mon père. Tu le es depuis longtemps. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Quelque chose se passait dans ma poitrine. Quelque chose à quoi 22 ans de discipline militaire ne m'avait pas préparé. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et nous sommes restés là, sur le porche, dans le noir. Deux personnes qui s'étaient choisies. Et c'était suffisant. Les arrestations ont eu lieu 10 jours plus tard. Vincent Thierry a été appréhendé à son bureau de la rue Vaugelas un mardi matin. Les agents de la brigade financière l'ont fait sortir devant sa secrétaire, son assistante juridique et 2 clients qui étaient assis dans la salle d'attente. Il a été inculpé de 14 chefs d'accusation pour fraude électronique, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Céline a été arrêtée le lendemain à la maison. Je m'étais assuré qu'Élodie soit à l'école et Lucas chez un ami. Je ne voulais pas qu'il voie ça. J'avais vu assez de gens se faire arrêter dans ma carrière pour savoir que cette image ne vous quitte jamais. Et mes enfants en avaient déjà vu plus qu'ils n'auraient dû. Elle y est allée calmement, n'a pas résisté, n'a pas pleuré, elle a juste tendu les poignets et a laissé l'agent lui passer les menottes. Elle m'a regardé, debout dans le couloir, et a dit « Prends soin d'eux. » Je le ferai. De tous les deux. Je l'ai toujours fait. Les procès ont duré 8 mois. Vincent Thierry a combattu chaque chef d'accusation avec une équipe d'avocats qui facture plus de l'heure que ce que la plupart des gens gagnent en un jour. Les preuves étaient écrasantes. Les sociétés écrans, les évaluations gonflées, les virements bancaires, le 1,5 million d'euros de produits frauduleux. 7 ans de prison ferme. Céline a plaidé coupable. Son avocat a négocié un accord en échange de sa pleine coopération et de son témoignage contre Vincent. 4 ans de prison ferme. Elle approcherait la cinquantaine à sa sortie. Élodie aurait 10 ans. Lucas aurait 21 ans. Les fausses accusations contre moi ont été officiellement abandonnées 3 semaines après l'arrestation de Céline. L'inspecteur Perrault m'a appelé personnellement. Monsieur Leclerc, je vous dois des excuses. Mon service a perquisitionné votre domicile sur la base de preuves fabriquées, et j'en suis désolé. Vous avez suivi la procédure, inspecteur. Vous avez obtenu un mandat basé sur ce qui semblait être des preuves crédibles, et vous l'avez exécuté. L'échec n'est pas le vôtre. L'échec, c'est que la personne qui me connaissait assez bien pour monter un coup monté convaincant ne me connaissait pas assez bien pour savoir que ça ne marcherait jamais. Pour ce que ça vaut, vous êtes la personne la plus impressionnante que j'ai jamais arrêtée. Je préférerais que ça ne devienne pas une habitude. Il a ri. C'était la première fois que je l'entendais rire. C'est de bonne guerre. La question de la garde a été simple. Céline, face à la prison fédérale, n'a pas pu contester. J'ai obtenu la garde exclusive d'Élodie. Lucas, à 17 ans, a déposé une déclaration indiquant sa préférence pour rester sous ma garde. Le tribunal l'a accordé. Il aura 18 ans le mois prochain, en mai, et après cela, la question légale deviendra de toute façon caduque. Il reste parce qu'il le veut, pas parce qu'un tribunal lui a dit de le faire. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Nous sommes en avril 2025 maintenant. La porte est réparée. Pas le bout de contreplaqué de ce premier matin. Une vraie porte, en chêne massif avec un verrou à peine dormant que j'ai installé moi-même. Didier Proust m'a regardé l'installer depuis son Porsche, m'a offert des conseils non sollicités sur le placement des charnières, et a apporté un pack de 6 bières quand j'ai eu fini. C'est du beau boulot, a-t-il dit. Merci, Didier. Bastien. Ouais. Ce matin-là, quand ils t'ont sorti me noter, je savais que ça ne collait pas. Je vis à côté de toi depuis 5 ans. Je t'ai regardé tondre ta pelouse, réparer tes gouttières, apprendre à ce garçon à conduire dans l'impasse, porter ta fille sur tes épaules jusqu'à la boîte aux lettres. Je sais qui tu es. J'apprécie, Didier. Et je savais pour elle. Il a pris une gorgée de sa bière. Je suis un postier à la retraite, Bastien. Je sais qui reçoit du courrier dans chaque maison de cette rue. Ta femme recevait des lettres d'un cabinet d'avocats de la rue Vaugelas, 3 ou 4 par mois pendant plus d'1 an. Je n'ai rien dit parce que ce n'était pas mes affaires, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Tu es un bon voisin, Didier. J'essaie.
Lucas termine sa terminale. Il a été accepté à l'université de Savoie. Il veut étudier le droit pénal. Je lui ai dit qu'il avait perdu la tête. Il m'a répondu qu'il voulait être comme moi. Je lui ai dit d'être meilleur que moi. Il a dit qu'il essaierait. Élodie est au CP. Elle a fait un dessin la semaine dernière de notre famille. Moi, Lucas, elle-même et notre chien, un beagle nommé Capitaine que j'ai adopté au refuge en janvier parce que la maison semblait trop silencieuse sans quelqu'un pour faire du bruit. Céline n'était pas sur le dessin. Quand sa maîtresse l'a interrogée à ce sujet, Élodie a répondu « Ma maman est partie, mais mon papa et mon frère sont là, et Capitaine aussi. Je rends visite à Céline une fois par mois. J'apporte des photos des enfants, des nouvelles de l'école, la lettre d'acceptation de Lucas. Je ne fais pas ça pour elle, mais pour eux, parce qu'un jour Élodie sera assez grande pour poser des questions, et je veux pouvoir dire « Je n'ai pas effacé sa mère de sa vie. » Je la laisserai faire ce choix elle-même quand elle sera prête. Céline a pleuré quand elle a vu la lettre d'acceptation de Lucas. « Il va être incroyable », a-t-elle dit. « Il l'est déjà. Grâce à toi. Grâce à lui-même. » Elle m'a regardé à travers la vitre. « Je nous ai détruits, n'est-ce pas? » Oui. Y a-t-il eu un moment où tu ne l'as pas vu? Où tu croyais que j'étais juste ta femme et que rien n'allait mal? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Il y a eu des années où j'y ai cru. Les premières années, avant les dépôts, le deuxième téléphone et les nuits tardives. Il y a eu des années où je rentrais à la maison, que ça sentait le dîner, qu'Élodie riait, que Lucas râlait sur ses devoirs et que tu étais dans la cuisine avec un verre de vin. Et je me disais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai servi pendant 22 ans. C'est ce que j'ai mérité. Et maintenant? Maintenant je sais que ce que j'ai mérité, je l'ai toujours. C'est dans l'autre pièce en train de faire ses devoirs. C'est dans le jardin en train de lancer une balle pour un bigue nommé Capitaine. C'est dans une maison sur la route de la forêt avec une toute nouvelle porte d'entrée et un voisin qui apporte de la bière et des conseils non sollicités. Elle a presque souri. Tu as toujours été la personne la plus forte que j'ai connue. Je ne suis pas fort, Céline. Je suis entraîné. C'est différent. Je suis assis sur mon Porsche en ce moment même. Le même Porsche où Lucas m'a dit qu'il était mon fils. Les montagnes des Aravis redeviennent vertes après un long hiver. Capitaine est endormi à mes pieds. À l'intérieur, je peux entendre Lucas aider Élodie avec ses devoirs de lecture, épelant les mots, faisant preuve de patience comme je lui ai appris à l'être, comme l'armée me l'a appris, comme la vie l'apprend à tout le monde un jour, si on est prêt à apprendre. La police a défoncé ma porte à 3h11 du matin. Ma femme s'est tenue dans l'allée et a filmé la scène. Elle a essayé de m'envoyer en prison pour un crime qu'elle avait commis. Elle a essayé de prendre mes enfants, ma maison, ma liberté, mon nom. Elle a échoué. Non pas parce que je suis plus intelligent qu'elle. Non pas parce que je suis plus dur, plus chanceux ou plus puissant. Elle a échoué parce que j'ai passé 22 ans à apprendre une chose. La vérité est patiente. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de se précipiter. Elle a juste besoin de quelqu'un qui sait comment la trouver et qui refuse d'arrêter de chercher. Je l'ai trouvée à 4h12 du matin, assis dans un poste de police en caleçon et t-shirt gris de l'armée, lisant des documents falsifiés avec un inspecteur qui a eu la décence d'écouter. Et la vérité m'a libéré, comme elle le fait toujours. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Que feriez-vous si la personne en qui vous avez le plus confiance au monde appelait la police contre vous à 3h du matin? Si on vous traînait hors de votre lit avec des menottes pendant que votre enfant hurle et que vos voisins vous regardent, paniqueriez-vous? Seriez-vous enragé? Vous effondreriez-vous? Ou resteriez-vous calme, assis sur cette chaise, attendant que le dossier s'ouvre, pour laisser la vérité faire ce que la vérité fait? Et voici la question la plus profonde. Avez-vous déjà été faussement accusé de quelque chose? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de détruire votre réputation, votre famille, votre vie avec un mensonge? Et la vérité a-t-elle éclaté? Ou attendez-vous toujours? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, en particulier quelqu'un qui a été accusé d'une chose qu'il n'a pas commise et qui se demande si la vérité